Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver dans l'émission Horizon Ressources Naturelles. Ce soir, nous continuons en première partie avec les éléments que nous avons tournés à partir de l'Afrique du Sud. Nous étions à Cape Town, à la 21e édition de Mining Indaba, une conférence internationale qui est organisée chaque année. Et les experts, les opérateurs miniers et tous ceux qui sont concernés par l'exploitation et la production minière en Afrique viennent échanger à cette conférence où il y a vraiment des noms importants et les gens viennent voir comment ça évolue, quelles sont les tendances actuelles, quels sont les cours de métaux et qu'est-ce qu'on peut envisager en perspective. Autant de questions sont soulevées à cette conférence, mais pour la RDC, c'est le ministre des Mines, Martin Kaboulidou, qui avait été en tête de la délégation. Et aussi pour la RDC, il y a eu deux présentations de différentes entreprises en activité en RDC. Et nous allons vous proposer les différentes réactions des acteurs de la RDC et aussi le moment important où un prix a été décerné au ministre des Mines pour son appui à la sous-traitance congolaise. Comme nous l'avons dit, la plupart des cas, les entreprises qui évoluent en RDC voyaient ou travaillaient avec des sous-traitants qui venaient d'autres pays et cela était une source d'exportation de l'argent de la RDC. Et pour cette fois-ci, ce sont les Congolais qui sont dans la sous-traitance, qui travaillent. Et nous vous proposons les éléments. C'est avec Didi Moudogo qui a décerné un prix important au ministre des Mines, l'agenda inscrit en lettres d'or, et c'est bien nommé Martin Kaboulidou. Bravo. On peut suivre et c'est à partir de Cape Town en Afrique du Sud. C'est parti avec les images. Voilà, nous rentrons dans ce studio où nous recevons le professeur qui est déjà habitué à l'émission. C'est le professeur Albert Kabasele Yinga. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle à tous ceux qui le suivent en ce moment qu'il est docteur en sciences spatiales de télédétection et du climat. Le professeur, parce qu'il y a autant d'informations dans le domaine, la RDC se prépare pour participer avec force à la grande conférence de Paris. Et comme vous savez, la RDC détient la plus grande forêt, l'une des plus grandes forêts du monde, qui conserve entre 28 et 43 gigatonnes de carbone. Et la RDC est en train de se préparer, mais déjà des questions sont soulevées dans la liste des gens qui sont en train d'apprêter pour qu'ils aillent participer à cette conférence. Il y a le ministère de l'Environnement, il y a des représentants de la présidence, il y a des représentants de différentes institutions, mais on constate que les scientifiques congolais sont vraiment négligés et mis à l'écart. Professeur, nous vous recevons. Et quel message vous avez à passer? Parce que déjà, nous sommes dans l'étape de préparation de cette grande conférence. Non, là, je salue en passant la clairvoyance et la perspicacité du secrétaire général à l'environnement, Vincent Kassoulou, qui m'a personnellement appelé et qui nous a dit, quand j'ai dit nous, c'est professeur Tombi Moine Kabeya et moi, Albert Kabasele Yenga, il nous a rassuré que nous serons à la COP 21, donc la COP de tous les enjeux à Paris. Voilà. Et nous nous y apprêtons. Mais c'est un problème parce que là, nous sommes en train de vivre les réalités qui font que le problème qui ont été soulevés, il y a toujours augmentation des gaz à effet de serre dans le monde et à cause des énergies fossiles, aussi d'autres énergies dans l'augmentation des industries. Mais c'est comme si toutes ces conférences, depuis les négociations de Rio de Janeiro, on est passé par Kyoto et tout ce qui a suivi, mais il n'y a pas de changement. C'est comme si rien ne change. C'est comme si on va juste à des rencontres dont les retombées ne sont pas ressenties. Effectivement, là, vous avez fait une très très bonne analyse. C'est en 1990 que l'on s'est rendu compte que le climat avait été totalement perturbé sur la face de la Terre. Et c'est à Rio pour la première fois que ces constats ont été rendus publics. Et après, il y a eu la conférence de Kyoto au Japon, donc, qui a couché un texte très important qu'on appelle les KP, le Kyoto Protocol de Kyoto en français, et qui
qui était un protocole très contraignant qui demandait aux pays pollueurs de réduire de manière drastique leurs émissions de gaz à effet de serre et qui les obligeait aussi de payer aux pays pauvres donc des taxes de redevance pour que ces pays pauvres puissent essayer de surmonter le méfait du changement climatique. Et le protocole de Kyoto était contraignant pour les G8 et les G8 ne l'ont pas voulu. Ils ont créé leur propre protocole à eux, qu'ils ont appelé les LCA en anglais, la convention coopérative, long terme action, donc pour le climat, avec les États-Unis en tête. Et c'est dans cela où ils ont promu le fait qu'il y a la responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire que le monde s'est développé grâce à des grandes émissions de gaz à effet de serre, mais les produits manufacturiers ont profité même aux pays sous-développés et ça a amélioré la qualité de vie. Donc ce n'était pas à eux seuls de payer la facture. Et voilà, donc aujourd'hui, on ne parle pas de LCA, on ne parle pas de KP, mais aujourd'hui on parle de la convention. Donc on a fondu le texte depuis Durban et aussi depuis Qatar, et nous y étions. On a fondu le texte, on a créé le texte de la convention qui essaye d'adoucir le protocole de Kyoto, mais qui n'est pas contraignant. Et c'est cela qui fait que les changements l'augmentation des gaz à effet de serre menace l'univers. Le changement climatique ne peut pas être stoppé. Et ceux qui pensent qu'on peut arrêter le réchauffement climatique se trompent. Donc il ne peut qu'être atténué. Et pourquoi? Parce que les braises qui engrangent de longs spectres infrarouges, donc une raie spectrale assez dangereuse qui est piégée dans ces gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre. Ces gaz ont une durée de vie de plus ou moins 1000 ans à 4000 ans. Donc une molécule de CO2 peut garder la chaleur en espace pendant plus ou moins 1000 ans. Si aujourd'hui nous stoppons les émissions de gaz à effet de serre, nous n'aurons pas des effets immédiats, mais nous allons toujours continuer à être réchauffés par un effet d'entraînement. Et c'est dans le futur, après l'an 2100, que cela pourra porter des fruits pour revenir à la situation de l'an 1990. Voilà, professeur, tout ça, c'est des informations très importantes parce que déjà, les préparatifs sont en train d'être mis au point en RDC. Il faut que la RDC participe avec succès à la grande conférence sur le changement climatique en France au mois de décembre. Et toutes les étapes qu'il faut passer en RDC, c'est consulter les scientifiques, consulter les politiques, faire en sorte que cette fois-ci, que les politiques au moins prêtent oreille aux scientifiques pour que le discours puisse répondre à ce que la RDC puisse tirer au moins avantage à cette conférence. Mais on constate qu'il y a des gens qui font des estimations. Parce que les estimations par rapport au changement climatique à travers le monde, et de montée des mers et autant d'éléments, vous en tant que scientifique, qu'est-ce que vous en dites? Oui, aujourd'hui, les changements climatiques au pluriel sont une conséquence du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique est causé par l'augmentation des gaz à effet de serre, avec le CO2 en tête, donc le dioxyde de carbone, suivi par le CH4, donc les gaz méthane, avec d'autres gaz jusqu'au chlorofluorocarbone, le CFC, qui endommage même la couche d'ozone. Et voilà, les estimations aujourd'hui sont de l'ordre de 380 ppm, parties par million, pour un impact du réchauffement de 1,5 degré Celsius depuis l'an 2000. Donc depuis l'an 2000, le constat qui était fait est que nous étions à 380 ppm, ça veut dire 380 grammes par tonne d'air dans l'atmosphère, et cela a poussé l'humanité, la planète, à avoir un albédo qui avoisine 34%, c'est-à-dire la Terre qui devait engranger beaucoup de rayons solaires, non,
jusqu'à 25% des rayons solaires devaient être stoppés par le globe terrestre, mais le globe terrestre aujourd'hui émet jusqu'à 34%. Et voilà, cela montre qu'il y a un impact de l'homme sur la Terre qui fait que le changement climatique actuel n'est pas naturel, il est lié à des effets anthropiques. Donc la main de l'homme est derrière. Voilà. Et quand on dit 1,5 degré Celsius de plus, les gens pensent que c'est peu. Mais c'est une moyenne. Par exemple, le pays de Kadhafi, la Libye atteint jusqu'à 7 degrés Celsius de plus. C'est le pays le plus frappé par le réchauffement climatique. Oui, mais pas seulement ça, parce que nous avons aujourd'hui les pays comme le Congo, notre pays, nous sommes à plus ou moins 0,5 degrés Celsius. C'est la moyenne. Donc pour tous les Congos, le réchauffement n'a pas encore atteint 1 degré de plus. Nous sommes à 0,5, 0,6, déjà des 0,7. Et ça, c'est la moyenne. Nous subissons des canicules. En milieu urbain, en milieu urbain, nous sommes déjà à 1, voire plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de bétonisation. Donc, on a bétonné partout. On a réduit, on a coupé les arbres. On a réduit les espaces verts. Il y a l'augmentation vertigineuse de la population. Il y a le non-traitement des déchets. Il y a la proximité. Il y a les eaux usées. Il y a les phénomènes Macal avec toute sa cohorte de désordre, parce qu'il y a des poubelles non assainies. Il y a donc aujourd'hui, nous avons tout pour que le climat puisse aussi monter au Congo, plus précisément dans des grandes villes comme Kinshasa, comme Lubumbashi, comme Kisangani, ainsi de suite. C'est important, mais là, nous faisons un pas, nous revenons à vous, prof, nous rentrons encore en Afrique du Sud. C'est comme dire que nous faisons cette émission. Nous allons parler de retombées de la conférence d'Indaba en Afrique du Sud, et aussi nous parlons des préparatifs de la grande conférence sur le changement climatique à Paris au mois de décembre. Et là, prof, en Afrique du Sud, il y avait des interventions des acteurs congolais, et ils ont constaté que l'intervention du ministre des Mines sur le code minier et aussi face aux opérateurs miniers en Afrique du Sud était très très bien appréciée. Et là, nous vous proposons M. Kitenge et tous les autres, nous avons les gens de BGR qui interviennent par rapport à ce que le ministre a dit aux opérateurs miniers en Afrique du Sud. Vous pouvez le suivre. Voilà, vous avez suivi, et ce n'est pas fini. Il y a aussi, toujours en Afrique du Sud, des réflexions qui ont poussé certains Congolais à estimer que la production minière, quelle que soit la fluctuation des prix, reste une production qu'il faut considérer parce qu'il y a des gisements importants et que notre cuivre peut être retrouvé même à portée de sol. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'efforts à produire pour creuser en profondeur. S'il faut comparer, ceux qui vont à Morensi, ils voient qu'on va jusqu'à 2000 km de profondeur de la terre pour extraire le cuivre qui n'a que 0,5%, et qu'à Kolwezi, à Lubumbashi ou à travers certains sites du Katanga, il y a du cuivre qu'on peut avoir même à 2 ou à 3 mètres, d'autres même qui effleurent à travers le sol. On trouve même le cuivre natif de plus de 10%, et c'est déjà très important. La teneur est bien considérable. On peut le suivre. Mesdames, Messieurs, on fait tout cela parce qu'il faut vivre dans un climat où tout peut bien tendre à ce que l'homme soit à l'aise. Nous parlons aussi de réchauffement climatique, nous rentrons ici, professeur, vous avez suivi, mais il y a un aspect aussi important. On parle de la production de l'or. L'or qui est la monnaie refuge, l'or qui est un produit qui est en train d'être vraiment considéré, même s'il bouge en prix, mais l'or, une lance est aujourd'hui à considérer, on est à 1000 quelques poussières de dollars, donc l'or se porte très bien parce que la RDC qui est partie de 200 grammes en 2002 produit aujourd'hui 18 tonnes d'or, et d'ailleurs le ministre a fixé ces 24 tonnes qui ont été produites pour l'année 2014. 24 tonnes d'or, c'est pas peu, et ça remet la RDC dans la liste des pays producteurs de l'or. Et aussi, il faut considérer qu'une bonne quantité d'or
sort en fraude parce que nous avons un problème de frontières qui reste poreuse. Mais il y a un atelier qui a été organisé à Kinshasa, à l'hôtel Sultani, où les experts du secteur de production aurifère ont réfléchi pour que des mécanismes de traçabilité soient mis au point afin que l'or rentre dans les circuits officiels, ce qui va permettre au pays d'engranger beaucoup d'argent, parce que l'or, ça c'est l'argent. Et on en parle, mais surtout, sur le plan de l'environnement, l'expert peut donner son avis. La production de l'or, oui, la production de l'or, je salue ce qui est en train de se faire à Kisangani avec Kibali Mining et Gold. Et je vois ce qui se passe par-ci par-là avec nos négociants ruraux qui sont par-ci par-là perdus dans des faux. Oui, voilà. Donc tous ces gens qui ne savent pas que l'or c'est comme du miel dans les abeilles et que vous prenez du miel, mais vous vous faites piquer quand même par des abeilles. Et c'est ça l'environnement. Bon, pour avoir de l'or, on utilise certains produits chimiques à forte dose en cyanure et en mercure. Et ces produits ont un impact sur la nappe phréatique et même sur la santé de la population locale, et qui n'est pas toujours protégée. Et c'est là le problème. C'est que l'argent de l'or risque de ne pas soigner le malade et qui est tombé malade à la suite de l'exploitation de l'or. Et nous devons rechercher le juste milieu. Comment avoir de l'or dans les bonnes conditions sans que la nappe phréatique soit impactée et sans que la population locale en subisse un coup. Voilà. Et ça, tous les exploitants, même industriels, même artisanaux, ne font pas attention à cela. Ils voient comme si le sol peut accepter toute forme de blessure qu'on lui fait sans qu'il y réagisse. Voilà. Et là, je tire la sonnette d'alarme que tous ceux qui exploitent les minerais dans notre pays, qu'ils le sachent, nous sommes un pays qui a beaucoup de minerais, et nous avons l'uranium dans toute la bande du sud, jusque même à l'est du pays, et nous nous exposons au rayonnement. Donc nous devons avoir des dosymètres pour chaque fois prélever sur nous quel est le taux de radiation que mon corps a supporté. Et là, j'insiste, notre corps ne peut pas aller au-delà de 50 millirèdes en dosimétrie. Voilà, mais il y a aussi, vous dites que même il y a des bijoux que les femmes portent qui commencent à créer des lésions. Justement, aujourd'hui, il y a des femmes qui se plaignent parce qu'en portant des bijoux en or, en or, même dans d'autres métaux qui ne sont pas de l'or, elles sont irritées, leur peau est irritée. Et ça montre qu'il y a des résidus de radiation qui réagissent avec la santé. Voilà. Nous rentrons en Afrique du Sud pour terminer. Comme vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui ont aussi parlé en ce qui concerne l'or. Nous allons commencer par le représentant de Promine, qui est un projet pour la promotion du secteur minier congolais. C'est M. Mabolia Yenga. Mabolia, il parle, il sera suivi du représentant de PNUD. Et aussi, il y a eu des représentants du projet pilote pour la traçabilité de l'or. Et il parle, il faut le suivre. Professeur, réchangement climatique, un sujet intéressant, mais il y a un domaine aussi qui nous fait réfléchir, c'est le lancement par la RDC du premier satellite congolais pour faciliter la communication, sinon aussi créer une occasion où la RDC peut vraiment engager beaucoup d'argent. Et pour monter ces satellites, il faut pour certains 400 millions de dollars, pour d'autres 230 millions. Déjà, un protocole d'accord a été signé entre le Renatelsat et une entreprise chinoise pour que ces premiers satellites soient montés, mais on voit que le jour passe et rien ne s'est fait. Oui, est-ce encore là une sorte de précipitation? Oui, je vous en parle parce que vous êtes docteur en sciences spatiales, de télédétection et du climat. Oui, je n'ai pas ici la prétention de maîtriser toutes les sciences spatiales,
parce que ce sont des sciences trop vastes. Il y a l'électronique spatiale, il y a même la biologie spatiale, ainsi de suite. Donc moi, je suis spécialiste de la télédétection, des capteurs. Comme la géologie spatiale. Alors, les capteurs qu'on est en train de vouloir fabriquer pour la RDC ne peuvent être que de deux types. On peut fabriquer un radiomètre, c'est un capteur optique, ou on peut fabriquer un radar, et c'est cela le satellite en soi. Donc c'est un capteur radiométrique ou radar. Et si c'est un radiomètre, il est passif, donc il analyse le spectre de lumière au passif. Et si c'est un radar, c'est un actif, donc il a son propre rayonnement qu'il analyse. Et nous avons les conditions aujourd'hui de produire un satellite. Ok, on peut faire fabriquer un satellite quelque part, chez les Chinois ou en Europe, par l'ESA ou à la NASA aux États-Unis. Donc on peut le fabriquer même à vil prix, même à $50 000. On peut avoir un capteur. Mais pour quel travail? Donc nous avons la forêt à surveiller et à aménager. Nous avons Ubangui et Kassai à contrôler comme les affluents avec le fleuve. Nous avons un sol que nous devons dont nous devons suivre son évolution, son occupation du sol par la population, l'urbanisation, ainsi de suite. Donc l'agriculture. Et nous devons savoir un satellite pourquoi. Est-ce qu'il nous faut un radiomètre ou un radar, ou les deux? Alors, quelle est la plateforme pour recueillir les données au sol? Parce que dès que le satellite est placé sur un lanceur, et encore là, nous n'avons pas de lanceur. Donc, la fusée. Il y a une différence entre une fusée et un satellite. La fusée, c'est les lanceurs, comme Ariane 5, Ariane 4, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, nous devons louer un espace auprès d'un lanceur pour que notre satellite, notre capteur radiométrique ou radar aille en espace. Et il y a des frais. Et après qu'il soit placé en espace, nous devons recueillir des données au sol. Et ces données viennent avec certaines erreurs. Nous devons faire des corrections radiométriques, des corrections spectrales, plusieurs corrections pour que l'image satellitaire soit utilisable. Et dans quelle projection? Donc pour cela, il nous faut une intelligence au sol, toute une agence spatiale qui suit l'évolution des données. Il y a déjà une agence avec le prof Wamba. Non, cette agence, ce n'est pas pour la communication. Moi, je parle d'une agence technologique. Donc, un récepteur des données spatiales. Et ces récepteurs, ils récupèrent les données qui viennent de l'orbite. Ces données sont parties du sol par des rayonnements visibles infrarouges et les satellites nous les renvoient et nous devons les corriger. Corriger par rapport à la courbure de la Terre, corriger par rapport à la radiométrie, corriger par rapport au spectre et faire toutes ces corrections et avoir une image exploitable. Et toutes les images ne seront pas exploitables. Oui, mais est-ce que c'est possible que la RDC lance ce Donc, satellite? je pense que c'est un peu tôt. Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais été associé à ces projets, ni de loin ni de près, mais je pense que notre collègue devait se rapprocher des professeurs qui sont dans le domaine pour que nous puissions savoir où en sommes-nous avec la plateforme au sol. Donc, les antennes de réception. Et ça, c'est un projet à part. Où en sommes-nous avec l'électronique du radiomètre ou du radar? Et quelle est sa capacité? Son rayon de balayage. On appelle ça le fauché ou la scène. Et quel sera le pixel image? Aujourd'hui, nous avons déjà des images de très très bonne résolution, même des pixels 60 cm. Donc, nous, quel sera notre pixel? Et voilà. Quelle sera notre périodicité autour de la Terre? Quel sera le domaine de prédilection pour ces satellites-là? Et ça sera pour la sécurité, pour les eaux et forêts, pour les mines, pour l'urbanisation, ou pour le climat. Donc, bref, nous devons choisir. Et tout cela, ça va orienter les études. Oui, et quel est le choix du lanceur? On va lancer avec ESA, avec Ariane, ou aux États-Unis maintenant, ils ont des lanceurs privés.
en RDC. On ne peut pas monter les lanceurs en RDC. Monter toute une station comme Cap Canaveral, monter toute une station comme Baïkoundou, monter toute une station comme la Guyane, c'est encore trop tôt pour la RDC. La France a sa station de lancement en Guyane. Et il faut regarder cette station de lancement, ce qu'elle représente. C'est toute une ville dans une ville. C'est tout un État. Donc, je pense que nous ne pouvons pas parler du lanceur maintenant. Nous pouvons louer l'espace auprès d'un lanceur. Par exemple, l'ESA avec la Guyane, ils peuvent nous aider, ou les Russes avec Soyouz, ils peuvent nous aider, ou alors les Américains avec leurs lanceurs privés. C'est un peu de l'utopie voilà. Pour dire qu'il y a non, je ne dis pas que c'est de je ne dis pas que c'est de l'utopie. C'est un collègue, professeur, je le respecte, mais moi je suis dans mon domaine. Pour lancer un satellite, il faut d'abord faire un choix du capteur. C'est un capteur radiométrique, radar, de quelle résolution spectrale, spatiale, et donc les pixels bien sûr, radiométriques, et de quelle périodicité. Donc sur quelle orbite il va être? Il va être sur une orbite polaire ou géosynchrone. Voilà. Alors il va faire quel type de travail? Et ça sera dans le climat, ça sera dans les sols, dans les eaux et forêts. Dans la communication. Bon, si dans la communication, tant mieux. Je présume que ça sera en orbite géostationnaire pour la communication. Et c'est une orbite qui est à 36 000 km de la Terre. Et là, pour lancer jusque-là, les frais du lanceur, si on loue l'espace chez Ariane avec ESA, donc l'Agence spatiale européenne, ou chez Soyouz, chez les Russes, parce qu'on ne pourra pas, ou même les Chinois ont déjà un lanceur. Et alors, donc, c'est trois étapes. C'est difficile de construire un lanceur congolais. Moi, je nous conseille que nous puissions signer des traités avec les Japonais, avec les Européens, les Américains, pour faire des choix. Quelles sont les images dont nous avons besoin, pour quelle thématique. Voilà. Et ça, nous sommes prêts à présenter notre expertise pour aider Si c'est dans le domaine de la sécurité, nous avons tel type d'image, voilà son prix, voilà comment on peut l'obtenir, ainsi de suite. Donc la RDC a déjà cette compétence pour pouvoir monter un dossier et signer ses contrats. Mais la RDC peut aussi avoir son satellite. Ce n'est pas exclu. Et pour l'avoir, je préfère qu'on commence par la formation, le renforcement des capacités des Congolais. Parce que la station de réception des données au sol, c'est une station qui tourne 24 heures sur 24. Donc, nous n'allons pas demander aux étrangers de s'asseoir chaque jour, travaillant pour nous. Et à ce moment-là, le coût d'exploitation va même dépasser le coût d'acquisition. Voilà. Le professeur, parce que vous avez parlé de la Terre, nous sommes dans l'émission Ressources naturelles, où un scientifique saoudien vient de dire que la Terre n'a pas la forme ronde, qu'elle a la forme plate, et qu'il va jusqu'à dire aussi que la Terre ne tourne plus, elle est statique. Parce que si vous avez un avion qui survole la Terre, si la Terre tourne au même moment que l'avion qui vole dans le même sens, l'avion risque d'échapper sa cible parce que la Terre tourne au même moment que l'avion tourne. Donc toutes ces notions commencent à troubler les enfants à l'école. Qu'est-ce que vous en dites en tant que professeur en sciences spatiales et de télédétection du climat? J'ai suivi cette information dans la presse qu'un Saoudien aurait contredit la théorie d'Albert Einstein et celle de la courbure de la Terre et celle de la révolution de la Terre autour du Soleil et de sa rotation sur elle-même. Et ces Saoudiens devraient se référer aux lois de Galilée, de Copernic et de Newton. Et il découvrira que la Terre est bombée à l'équateur, aplatie au pôle, avec un aplatissement d'environ 22 km quand on met la différence du rayon à l'équateur, qui est plus grand que le rayon au pôle. Dès que une masse a un rayon, c'est que cette masse n'est pas plate, elle est sphérique.
parce que il y a un rayon. Et la Terre n'est pas sphérique, elle est sphéroïdale. Donc ces rayons varient. Mais il est plus grand à l'équateur et aplati au pôle. Ça, c'est un. De deux, la rotation de la Terre est une réalité. Ces Saoudiens, s'ils disent que la Terre ne tourne pas, c'est qu'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Pour avoir le jour et la nuit, il faut que la Terre tourne sur elle-même. C'est pas le soleil qui tourne. Donc, vraiment, qu'un scientifique dise que la Terre est fixe, c'est que une partie de la Terre serait dans la nuit éternellement et une autre partie de la Terre serait dans le jour éternellement. C'est qu'il n'a pas compris. Quand vous voyagez dans l'avion vers les États-Unis, la durée est un tout petit peu longue, de quelques minutes, par rapport à votre voyage des États-Unis vers l'Afrique. Pourquoi? Parce que la Terre tourne dans le sens tel que il y a ce qu'on appelle en relativité le quadrivecteur. Donc, une certaine corrélation entre l'espace et le temps. Ce que ces Saoudiens n'ont pas compris, c'est que quand je suis dans un bus et je jette mon trousseau de clés, mon trousseau de clés dans le bus ne tombe pas derrière moi, il tombe entre mes mains. C'est-à-dire, le bus se déplace avec tout son espace. Et l'avion, voilà la relativité restreinte d'Albert Einstein. Oui. Donc ce sont les ABC de la physique. Et que quelqu'un qui se dit scientifique, un Saoudien, et qui contredise les lois tangibles de la relativité. Et moi, j'ai dit, je ne sais pas ce que les autres physiciens du monde ont déjà dit, mais moi j'ai dit à nos enfants et à notre chaîne mère de télévision, qu'il ne faut pas écouter des charlatans scientifiques. Non, mais prof, mais ça remet quand même certaines questions sur la table. Ça ne remet, on considère que l'avion qui vole dans la même orientation qu'une cible, et que si la Terre était en train de tourner, quelle est la vitesse que la Terre met pour tourner et quelle est la vitesse de l'avion pour que les deux qui vont dans le même sens... Je viens de vous répondre qu'en lançant le trousseau de clés dans un bus, et le trousseau de clés, et l'espace, et vous-même, vous vous déplacez. Donc, il y a eu une certaine corrélation entre l'espace et le temps. C'est ce qu'on appelle les équations de relativité, les quadrivecteurs, et ce sont les ABC de la relativité, d'ailleurs restreinte. Voilà, les ressources naturelles, c'est aussi la science, parce que nous sommes dans la géoscience. Mesdames, Messieurs, avant de terminer, il y a une question, c'est les fonds verts. Vous savez qu'on parle de changement climatique, il y a des millions de dollars qui circulent. Qu'en est-il de ces fonds verts pour la RDC? Oui, les fonds verts n'est pas un problème de la RDC. La RDC pourra aussi bénéficier de ces fonds verts. Mais si elle est trouvée éligible, il faut qu'on s'entende bien.